Bonjour à tous. Alors, pour faire suite à ma dernière vidéo sur Schopenhauer, je vais vous lire un des passages de son livre intitulé « L'art d'avoir toujours raison ». Cela vous permettra, dans un premier temps, de vous faire une idée de son opuscule. Par la suite, je vous donnerai quelques trucs et astuces vous permettant de remporter votre prochain débat. Alors, un petit conseil, ne partagez pas cette vidéo et gardez-la rien que pour vous. La plupart des hommes parlent sans avoir eu le temps de réfléchir. Et même s'ils constatent par la suite que ce qu'ils affirment est faux et qu'ils ont tort, ils s'efforcent de laisser paraître le contraire. Arthur Schopenhauer. L'art d'avoir toujours raison. La dialectique heuristique est l'art de mener un débat de manière à avoir toujours raison, donc quels qu'en soient les moyens. Il arrive en effet qu'on ait objectivement raison, tout en ayant tort aux yeux de son auditoire, parfois même à ses propres yeux, et ce lorsque l'adversaire réfute la preuve que j'avance, et que cette réfutation porte sur la proposition elle-même, qui pourtant admettrait d'autres preuves, auquel cas la réciproque s'applique à l'adversaire. Il a raison, et ce en ayant objectivement tort. La vérité objective d'une thèse et sa validité aux yeux des disputants et de l'auditoire sont deux choses bien distinctes. C'est sur cette dernière que porte la dialectique. À quoi cela est-il dû ? À la nature mauvaise du genre humain. Si ce n'était pas le cas, si nous étions fondamentalement honnêtes, alors tout débat partirait simplement du principe qu'il faut rechercher la vérité, sans se préoccuper de savoir si elle se conforme à l'opinion que nous avions initialement formulée ou à celle de l'autre. La question n'aurait aucune espèce d'importance, ou du moins serait tout à fait secondaire. Mais en l'occurrence, c'est primordial. Notre vanité innée, particulièrement susceptible en matière de facultés intellectuelles, n'accepte pas que notre raisonnement se révèle faux, et celui de l'adversaire recevable. Pour ce faire, chacun devrait tâcher de ne rien émettre que des jugements justes, et donc de réfléchir avant de parler. Mais chez la plupart des hommes, la vanité va de pair avec un goût pour la palabre et une mauvaise foi tout aussi innée. Ils parlent sans avoir eu le temps de réfléchir, et même s'ils constatent par la suite que ce qu'ils affirment est faux et qu'ils ont tort, ils s'efforcent de laisser paraître le contraire. Leur intérêt pour la vérité, qui la plupart du temps constitue pourtant l'unique motif qui les pousse à défendre la thèse qu'ils pensent vraie, s'efface alors complètement devant les intérêts de leur vanité. Le vrai doit paraître faux, et le faux vrai. Il existe toutefois une excuse à cette mauvaise foi qui nous conduit à camper sur une position qui nous paraît pourtant erronée. Souvent, nous sommes d'abord fermement convaincus de la vérité de ce que nous affirmons, mais voilà que l'argument adverse semble la faire vaciller. Et si nous renonçons alors, nous découvrons souvent après coup que nous avions bien raison. Notre preuve était erronée, mais il existait une preuve recevable pour étayer notre thèse. L'argument providentiel ne nous était pas venu à l'esprit en temps voulu. Ainsi se forme en nous la maxime selon laquelle nous continuons à débattre d'un contre-argument quand bien même il nous paraîtrait juste et pertinent, croyant que sa validité n'est qu'illusoire, et qu'au cours du débat nous viendra un argument permettant de le contrer ou d'entériner notre vérité d'une façon ou d'une autre. Aussi sommes-nous sinon contraints, du moins incités à la mauvaise foi dans le débat, de telle sorte que les faiblesses de notre entendement se trouvent soutenues par la nature corruptrice de notre volonté, et vice-versa. Si bien qu'en règle générale, on ne se battra pas pour défendre la vérité, mais pour défendre sa propre thèse, comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons, puisque comme nous venons de le montrer, il est parfois impossible de faire autrement. Pour fonder la dialectique en toute rigueur, il faut donc faire abstraction de la vérité objective, qui relève de la logique, en considérant la dialectique uniquement comme l'art d'avoir toujours raison, chose qui est certes d'autant plus facile qu'on a effectivement raison. Mais la dialectique en tant que telle a pour seule tâche d'expliquer comment se défendre contre tout type d'attaque, tout particulièrement contre les attaques malhonnêtes, et comment, en retour,
Attaquer les affirmations d'autrui sans se contredire, ni, plus important encore, être réfuté. Il faut marquer une franche séparation entre la recherche de la vérité objective et l'art de rendre ces propositions recevables. La première est due au domaine d'une activité tout autre, c'est l'œuvre de la faculté de juger. Et elle ne requiert pas un art particulier en la matière, tandis que la seconde est le but de la dialectique. On a pu définir cette dernière comme la logique de l'apparence, ce qui est faux, car elle ne serait alors valable que pour défendre des énoncés erronés. Or même quand on a raison, on a besoin de la dialectique pour défendre sa position, et il est nécessaire d'avoir connaissance des coups bas avant de pouvoir les parer, voire d'en maîtriser l'usage afin de pouvoir battre l'ennemi par ses propres armes. Voilà pourquoi la vérité objective, dans cette perspective dialectique, doit être laissée de côté ou considérée comme contingente. Et l'on doit se contenter, toujours dans cette perspective dialectique, de veiller à défendre ses propositions et à réfuter celles d'autrui. Dans les règles de ce combat, on ne doit en aucun cas tenir compte de la vérité objective, ne serait-ce que parce qu'on ne sait généralement pas où elle se trouve. Souvent, on ignore si l'on a raison ou pas. Souvent, on croit avoir raison, mais à tort. Et souvent, les deux parties estiment avoir raison. Car la vérité est au fond du puits, à en croire Démocrite. Quand s'initie un débat, chacune des parties croit généralement être dans le vrai, puis toutes deux se mettent à douter. Seule l'issue est censée établir, entériner la vérité. La dialectique n'a donc pas à s'aventurer sur ce terrain, pas plus que le maître d'armes ne prend en compte qui des deux duellistes était dans son droit dans la querelle initiale. Toucher, parer, c'est tout ce qui importe. Et il en va de même pour la joute de l'esprit qu'est la dialectique. Ce n'est que dans cette acception qu'il sera possible d'en faire une discipline à part entière. En effet, si nous nous fixons comme objectif la pure vérité objective, nous revenons à la seule logique. Si nous nous fixons en revanche comme objectif la démonstration de propositions erronées, nous tombons dans la sophistique pure. Et dans un cas comme dans l'autre, encore faudrait-il supposer que nous sachions déjà ce qui est objectivement vrai et objectivement faux. Mais il est rare qu'on en ait la certitude à l'avance. La vraie définition de la dialectique est donc celle que nous venons d'établir. Une joute de l'esprit livrée pour avoir raison dans le débat. Le terme héristique serait cependant plus adéquat, et plus encore celui de dialectique héristique. Et elle a une utilité majeure, c'est à tort que la modernité l'a négligée. Ainsi donc, la dialectique, au sens où nous l'entendons, doit consister à passer en revue et ordonnancer de façon systématique les techniques naturellement utilisées par la plupart des hommes, lorsqu'ils constatent au cours d'un débat qu'ils ne sont pas du côté de la vérité, pour continuer à avoir raison malgré tout. Aussi, il serait particulièrement inapproprié de tenir compte de la vérité objective dans la science de la dialectique, puisque la dialectique innée et naturelle décrite précédemment n'en tient pas compte, visant simplement à avoir toujours raison. Par conséquent, la science de la dialectique, au sens où nous l'entendons, a pour principale mission d'établir la liste des stratagèmes de la mauvaise foi et de les analyser, afin qu'en situation réelle de débat, on puisse les identifier instantanément et les déjouer. Voilà pourquoi la définition de la dialectique ne doit admettre comme but final que le fait d'avoir toujours raison, et non la vérité objective. Je n'ai pas connaissance d'un quelconque écrit à ce sujet, bien que je n'ai pas lésiné sur les recherches. Nous avancerons donc en territoire inexploré. Pour arriver à nos fins, il faudra puiser dans l'expérience, se pencher sur le choix de tel ou tel stratagème, dans les débats récurrents, par telle ou telle partie, en ramenant du particulier au général divers stratagèmes se déclinant sous différentes formes, afin d'établir un certain nombre de stratagèmes généraux qui seraient alors exploitables tant pour remporter le débat que pour les déjouer lorsqu'ils sont utilisés par autrui. Ce qui suit en est la première tentative.